Juste pour vous dire qu'il y a un mec qui m'a arrêté dans la rue, un papy qui était très sympa, et qui m'a expliqué qu'à Léon, si les flics vous voyez sans votre masque, et bien ils vous filaient une amende. Donc ça confirme un propos que j'avais entendu à Burgos de je sais plus qui disait qu'à Léon il fallait vraiment porter son masque. Écoutez, on va pas chercher la merde, je mets le masque, il fait 35 degrés et je marche avec un masque. Donc là vraiment ma vie est géniale. Je viens d'arriver devant la cathédrale qui est absolument magnifique, je vais vous la montrer. Regardez, je suis tombé sur ce personnage avec un magnifique chapeau. Je trouve que ça lui va très bien et je pense que c'est une intervention divine. Je pense que ce chapeau est pour moi. Donc je vais troquer. Il me va bien ou pas? Hop là, ni vu ni connu. On continue notre visite. Et là voilà. La voilà. Elle est absolument magnifique. Alors pour info, elle a été construite au XIIIe et XIVe siècle. Et les grandes nefs que vous voyez là, la grande nef de droite et la grande nef de gauche, paraît-il, selon Wikipédia, serait d'inspiration française. J'ai fait le tour de la cathédrale, donc je suis juste à côté de l'abside et ils sont en train de la rénover. Vous voyez, visiblement ils sont en train de rénover. Celui de gauche, on voit, hein, il a été rénové récemment. Les pierres ont l'air bien lisses et toutes neuves. Ils sont en train de faire la même chose de ce côté-là. Donc voilà. Les Espagnols entretiennent leur cathédrale. Bon, je suis sur une jolie petite place. Et juste derrière moi, enfin juste devant moi, hop. Alors c'est deux choses, c'est un musée, le musée Saint-Isidore, et c'est aussi une basilique. Vous voyez, visiblement ils sont en train de la réhabiliter, de la reconstruire un petit peu. C'est trop drôle, parce que cette place est absolument énorme, et je suis tout seul. Enfin tout seul, disons que personne prend un verre quoi. Vous voyez, et ça, c'est une église visiblement, c'est l'église Saint-Martin de Léon. Et vous voyez, c'est une place fermée, c'est-à-dire que vraiment ici tout est fermé, il n'y a plus de rue, enfin vous pouvez pas accéder. Le seul moyen d'accéder à cette place, c'est de prendre une ruelle adjacente, soit sur la droite, soit sur la gauche, soit tout droit. Donc vraiment la place a été dessinée, et faite pour le bâtiment. Très joli. Bon, et je suis évidemment obligé de vous montrer cet édifice qui est assez magnifique, je trouve. Hop. Donc ici nous avons la Casa Botines. Donc c'est une œuvre qui a été conçue par le célèbre architecte Antoni Gaudí. Antoni Gaudí à qui on doit la magnifique Sagrada Familia du côté de Barcelone. Donc voilà, c'est un magnifique bâtiment d'inspiration gothique. Vous voyez, alors les façades sont complètement habillées de granit. Granit qui était extrait dans les environs de Léon. Et voilà, et vous doutez bien que le bâtiment a été classé au monument historique en 1969. Donc voilà, c'est l'un des rares édifices situé en dehors de Catalogne sur lequel Gaudí a travaillé. Que je vous montre quand même à quoi ressemblent les petites ruelles dans le centre de Léon. Vous voyez, c'est vraiment des toutes petites rues avec des petits immeubles qui sont tous serrés, tous dans les tons d'ocre, d'orangé, parfois de rouge, comme ici. Et donc vous voyez, alors dans les rues évidemment c'est très calme parce qu'il est 15h30. Et comme je vous l'ai expliqué, entre 14h et 16h, clairement les Espagnols font la sieste, en tout cas ils ne travaillent pas. Vous voyez, hein, toutes les boutiques sont fermées. Bon les amis, on sort de Léon. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que nous suivons une route. Ouais. Donc visiblement la sortie de Léon est à peu près semblable à son entrée. C'est-à-dire que c'est pas très joli. C'est pas très joli, on suit une route. Donc voilà, on est le 21 juillet, il est 7h-10, je suis parti il y a un peu plus d'une heure. Je dirais il y a 1h30, je me suis réveillé à 5h20. Je suis content parce que donc Léon était une très jolie petite ville, le centre-ville est vraiment très intéressant et très joli.
Et surtout, il y a une vraie ambiance populaire. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Voilà, il y a de l'agitation dans les bars, dans les rues. Donc j'ai bien aimé cette petite ville, ça m'a fait du bien, je me suis reposé, j'ai rechargé les batteries. Je suis très content parce que j'avais plusieurs missions à effectuer à Léon. Et écoutez, je les ai quasiment toutes remplies, donc s'agissant du téléphone, je me suis pas fait chier. J'ai pris une nano SIM espagnole, donc j'ai un numéro espagnol, ce qui me permet d'avoir 15 gigaoctets de données. Donc ça c'est cool, ça veut dire que je ne serai pas dépendant des albergués, des hôtels et des restaurants pour uploader des vidéos ou mettre des trucs sur Instagram. Il me reste une dizaine de jours de marche, en gros on va dire. Donc 15 gigaoctets pour 10 jours, je pense que ce sera largement suffisant. Après j'aurai plus qu'à remettre ma SIM Free française. S'agissant de la crème solaire, et ben voilà, j'ai racheté un tube de crème solaire. Donc tout va bien. Et mon chapeau, évidemment vous avez vu mon chapeau. J'en suis très content, il est très beau, regardez, hop. Je sais pas si on verra bien parce qu'il fait encore un peu nuit. Mais du coup j'ai trouvé un petit magasin. La nana était très cool avec des chapeaux artisanaux. Je trouve que je l'ai pas payé trop cher, je l'ai payé 35 euros. 35 euros pour un vrai chapeau artisanal fait de paille, ça m'a pas paru déconnant. Et j'en suis très content, il est très bien et surtout il tient très bien à la tête. Alors il y a plein d'avantages à ce chapeau, on peut le plier, je vais pas vous montrer mais il suffit de modifier un peu sa forme et on peut le plier et donc le mettre dans un sac. Elle m'a dit que c'était plus résistant qu'un Panama. Et l'autre truc qui est très bien c'est qu'il se visse parfaitement sur la tête. Là vraiment, voilà, je l'ai pas beaucoup vissé mais quand je l'enfonce, le vent ne pourra absolument pas me le décrocher de la tête je pense. Résistant, léger, durable, pliable. Qui ne craint pas le vent, je pense que c'est un excellent chapeau et en plus il est joli, je trouve qu'il est très joli. Donc voilà, j'aurais fait toutes mes missions sauf les chaussures. Alors les chaussures, j'ai longuement hésité à en changer et je me suis promené un petit peu dans tout Léon à la recherche d'un magasin de chaussures. J'en ai vu plusieurs mais pas des chaussures de marche. Donc tant pis, j'ai pris le parti pris de ne pas changer de chaussures. J'espère qu'elles vont pas là dans 20 km, ça va me poser problème, que je vais avoir mal aux pieds ou quoi. Mon avis c'est que je peux encore faire, allez, on va dire 100, 150, peut-être 200 km avec ces chaussures. Alors c'est sûr que dans 200 km elles sont quand même bien abîmées. Et du coup je me suis dit que dans 150-200 km, il me restera vraiment très peu de kilomètres à faire pour arriver à Compostelle et même à Finistère si j'y vais. Donc dans ce cas-là je me prendrai des baskets classiques ou des chaussures classiques que je trouvais dans un magasin classique dans une ville classique. Et puis comme ça c'est très bien, je ferai quelques kilomètres avec, ça va pas les flinguer, c'est pas 100 ou 200 bandes qui vont les flinguer. Et surtout comme ça je pourrais rentrer en France avec des chaussures un peu plus conventionnelles que des chaussures de running. L'objectif de la journée c'est Hospital des Orbigo. Donc c'est un petit patelin qui a une trentaine de kilomètres de Léon. Et l'objectif numéro 2, si jamais je me sens en forme, si jamais j'ai envie de bien marcher, s'il fait pas trop chaud, sachant qu'ils annoncent quand même une trentaine de degrés, donc à voir avec la chaleur, mais ce serait Astorga. Bon si vous vous posiez la question de savoir si on longe une route en sortant de Léon, comme c'est le cas lorsqu'on arrive à Léon, eh bien la réponse est oui. Et il y a une route derrière moi. On vient de traverser un tout petit patelin qui est à la sortie de Léon. Et on a longé une autoroute aussi, la même autoroute qu'on longe en arrivant, visiblement, je pense que c'était la même, on la longe en sortant. Donc voilà. Rien de bien folichon comme on dit chez moi. Bon le chemin est vraiment à chier après Léon. Là il y a une autoroute à gauche. Alors je sais pas si vous voyez les voitures qui passent, vous les entendez. Là j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne à force d'entendre les voitures qui passent. Genre vraiment ça me bourre le crâne. Et voilà, c'est un petit chemin, la vue est pas top. Oh c'est à chier, c'est à chier. Vivement que je sois à Astorga. Alors je pense que je vais m'arrêter avant parce que le problème avec, je vous dis, ces voitures ça me fait tourner la tête quoi. Donc je pense que je vais m'arrêter avant, je vais m'arrêter l'objectif numéro 1. Donc Hospital des Orbigo là. Et ouais, vraiment il me tarde d'être à Astorga
pour basculer du côté des montagnes où il paraît que c'est très joli, très calme, etc. Parce que là c'est vrai que les routes, la route et les voitures, c'est depuis Fromista hein, quasiment les gars. Donc il faudrait faire le calcul, hein. En gros Fromista à Storga, je sais pas combien de kilomètres ça fait. Mais ça fait quand même une grosse portion de chemin qui est pas intéressante quoi. On longe une route, il y a du bruit, les paysages sont pas beaux. Donc il y a une belle portion qui a chier quand même, il faut bien le dire. Alors je vous ai fait grâce de tout ça. Mais alors depuis Léon, effectivement, on a traversé un nombre de petits patelins. Vous savez, les petits patelins qui survivent grâce en gros aux routes, aux routiers, aux mecs qui s'arrêtent, etc. Donc vraiment des trucs sinistres, avec des déchets absolument partout, des stations essence qui traînent ici ou là, une odeur de merde et de détritus absolument ignoble. Voilà, avec des immeubles voilà, qui sont à vendre quand ils sont pas fissurés. Enfin bref, avec une route dégradée, avec un environnement dégradé. Enfin vraiment le truc glauque quoi. Il manquait juste 2 ou 3 putes congolaises maquillées et boudinées et le tableau était parfait. Donc je vous dis ça tout simplement pour vous dire que le Camino français, il n'y a pas que des belles choses. Hein. Donc là j'ai le sentiment que ça s'arrange un petit peu. Là on se rapproche de terre, de culture, de nature. Donc j'ai le sentiment que ça s'arrange un petit peu. Mais voilà, vous allez traverser comme ça des patelins sordides, où vous voyez qu'il y a une vraie paupérisation, où vous voyez que voilà, que l'environnement est sale, que voilà, que les gens sont pas bien, enfin, que la ville crève à petit feu quoi. Donc voilà, tout n'est pas que beauté sur le Camino français. Et ces petits passages, sont évidemment tristes, enfin voilà, ça pue, c'est dégueulasse, hein, vous vous demandez ce que vous foutez là quoi. Mais voilà, ça vous rappelle aussi le monde dans lequel on vit, ça vous rappelle voilà, l'impact qu'on peut avoir sur la nature, ça vous rappelle qu'il y a des pauvres, il y a des gens qui en chient pour boucler les fins de mois. Voilà, ça vous rappelle un petit peu tous les vices de notre société, et c'est plutôt au final une bonne chose, hein, voilà. Bon, comme je me fais chier à marcher sur cette route, j'en ai ras le cul de ces voitures qui passent sans arrêt, vous me dérangez, je vous déteste. Je vais vous parler. Vous êtes les bouches-trous. En fait, il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire et que j'arrive pas à faire. C'est tout simplement de passer une soirée avec des Espagnols pour discuter avec eux, et j'aimerais voilà, sonder un petit peu leurs esprits pour savoir ce qu'ils pensent de leur pays, voilà, parler un peu de politique, etc. Mais alors j'ai un problème énorme, c'est la barrière de la langue. Car comme vous le savez, moi je parle à peu près bien anglais, enfin en tout cas je me débrouille, je peux avoir une conversation courante. Par contre, je parle pas du tout espagnol. Enfin, je peux bredouiller quelques mots, je peux entamer une conversation, je sais me débrouiller, mais il est absolument impossible pour moi d'avoir une conversation en espagnol. Je maîtrise pas assez la langue. Et c'est honteux, c'est vraiment honteux parce que j'ai fait LV2 espagnol. Et en plus j'ai un grand-père, des grands-parents qui parlent couramment espagnol, donc c'est honteux de ma part. Toujours est-il que j'ai complètement oublié cette langue et qu'il m'est strictement impossible d'avoir une conversation voilà, un peu sérieuse, une vraie conversation en espagnol. Donc de fait, quand je parle en espagnol, je commence en espagnol et tout de suite je bascule en anglais, ou alors je demande concrètement s'il parle anglais quoi, do you speak English? Et alors là les gars, je les perds, hein, je les perds totalement. Je me retrouve avec des merlans frits en face de moi qui ouvrent grand leurs yeux. Et en fait les Espagnols, pour la plupart, évidemment qu'il y a des Espagnols qui parlent très bien l'anglais, qui maîtrisent très bien cette langue, voilà, pas de soucis. Mais pour la plupart, ils maîtrisent quand même très très mal l'anglais. Je pense même que les Espagnols parlent moins bien anglais que les Français. Pourtant nous les Français on a la réputation d'être des merdes en anglais. Donc c'est un vrai problème, hein. Si vous allez dans des pays hispanophones, franchement, là pour le coup il faut vraiment, je pense, maîtriser la langue et maîtriser l'espagnol. Parce qu'en anglais, je pense que c'est valable en Espagne. Du coup je pense que c'est aussi valable dans les pays d'Amérique latine, etc. Ouais, ils parlent pas anglais quoi. Donc voilà, donc c'est un vrai problème parce que je suis en Espagne, j'aimerais trop discuter avec des Espagnols, faire des rencontres avec des Espagnols. Et voilà, leur poser des questions et m'intéresser à eux, à leur culture, à ce qu'ils pensent du chemin, etc. Mais j'ai cette putain de barrière linguistique. Les amis, on arrive à Hospital de Órbigo. Voilà, et je peux vous dire qu'il était temps.
Parce que donc ça fait à peu près un peu plus de 30 km, je crois que ça fait 32 km depuis Léon. Mais alors la portion Léon ici, donc Léon Hospital de Orbigo, mais alors depuis que je suis parti, c'est simple, c'est la pire portion que j'ai faite sur le chemin de Compostelle. Genre vraiment, je me suis fait chier, il n'y avait rien à prendre. Ça puait, vous êtes à 2 mètres de la route, vous êtes à 2 mètres de la route, il y avait camion sur camion, voiture sur voiture, c'était sale, il y avait des déchets partout tout le long de la route, il y avait une odeur de merde et de pourri qui m'a suivi pendant 30 km. Les patins croisés sont miteux, enfin il n'y a rien à prendre quoi, vous levez les yeux, vous regardez, il n'y a rien à prendre quoi, les plantations sont moches, il n'y a pas de vue, il n'y a pas de relief, enfin vraiment, alors là j'ai pris aucun plaisir. Pendant 30 km ce matin, j'étais vraiment en mode bon bah voilà, t'es là, faut que t'avances et je vais voir, soit je m'arrête ici et je boude en mode je trouve une alberguée, je dors et on oublie cette matinée et je repars demain, soit je trouve que la ville est vraiment trop miteuse aussi, trop moche, enfin voilà, et dans ce cas là je pousse, je continue ma marche, je sais pas où je m'arrêterai mais je m'avance, je veux rapidement être à Astorga et dépasser Astorga, parce qu'il paraît vraiment que c'est beau avec des montagnes et tout. Et là, après tout le bitume que j'ai enquillé avant Léon, après Léon, j'ai besoin de nature là. Nous traversons Hospital de Orbigo et vous voyez, c'est très étonnant. Très étonnant comme ville. Vous voyez, il y a un pont donc, qui mène dans le bourg. Mais c'est un pont, donc ici on a de l'eau qui passe, mais là-bas c'est du sable. Il y a un espèce de terrain vague avec des constructions en bois particulières, je sais pas trop pourquoi c'est fait, mais c'est fait pour quelque chose. Très étonnant comme petit bout. Je me suis arrêté 5 minutes à Hospital de Orbigo pour prendre un Coca-Cola et je vais pousser ma marche parce que déjà les 2 albergués que j'ai vus avaient l'air fermés. Voilà, quitte à pas trop profiter des paysages ce matin, vous l'avez compris, c'était horrible. Bon, autant avancer quoi, voilà, autant avancer, je suis en forme, j'ai pas de problème de pieds, de jambes, que sais-je, je suis en forme. Donc on va essayer de pousser. Alors on va peut-être pas pousser jusqu'à Astorga. Parce que Astorga ça rajoute 20 ou 25 km, donc ce serait une grosse journée de marche. D'autant qu'ils annonçaient 30 degrés. Mais pour l'instant les 30 degrés je les sens pas du tout. Il fait même plutôt bon. Bon après il est même pas encore midi. Donc voilà, je continue à marcher, ce sera peut-être 5 km, peut-être 10 km, peut-être 15 km. Ah bah ça fait plaisir. Je sors tout de suite à l'instant de Hospital de Orbigo. Et voilà. Un vrai petit chemin, pas de route, un joli paysage, des cultures, effectivement donc du relief qu'on aperçoit au premier plan. Et si vous êtes attentif au second plan, il y a des montagnes qui semblent encore plus hautes. Donc putain, ça fait du bien. Ah, putain, on pouvait plus la route là. Donc trop cool. Donc je pousse ma marche. En plus si je pousse ma marche dans ces conditions, bah écoutez, ça me remonte un peu le moral. J'irai pas à Starga aujourd'hui parce que alors là vous voyez j'ai du bol, j'ai un nuage qui me protège du soleil. Mais alors quand le soleil sort, ça y est là, il me défonce la gueule. Il est 12h30. Je vous montre quand même la vue, je suis hyper content. Je suis hyper content parce que vraiment là on a quitté, alors là je marche sur une route, mais en l'occurrence on a quitté les grosses routes avec plein de voitures. Vous voyez, on est en train de traverser les petites collines qu'on voyait en contrebas. Et clairement nous on va par là-bas, hein. On va par là-bas, donc demain on traversera la forêt.
Et plus on ira dans cette direction, plus on s'enfoncera, plus on renouera avec des paysages de montagne. Et là on arrive dans un petit patelin dont j'ai oublié le nom. Et j'ai vu sur ma carte qu'il y avait une alberguée. Donc j'espère tout simplement qu'elle est ouverte. Bon bah elle était ouverte cette petite alberguée. Donc je suis dans un tout petit patelin qui s'appelle Santibáñez de Valdeiglesias. Et vous voyez, genre je suis tout seul. C'est une petite alberguée, vous voyez. Il y a une autre chambre à côté. Là, si vous prenez la porte, il y a une autre chambre. Voilà, donc rien de folichon. Je suis tout seul. Demain matin, je vais me réveiller tôt pour partir tôt. Et vous savez quoi? C'est déjà une fin de vidéo. Et oui, parce que sinon, ça va être trop long. Donc, mais je vous ai promis que j'allais vous parler de mon bâton. Donc, je vous propose un exercice de téléportation. Et je vous parle de mon bâton. Ce bâton de marche, je trouve que c'est le meilleur bâton de marche que j'ai jamais eu dans ma vie. Alors c'est moi qui l'ai fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du bois de châtaignier. Il est assez grand, moi je mesure 1,85 m, donc honnêtement il m'arrive aux épaules. Vous voyez, si je me mets debout. Ouais, il arrive quasiment à mon épaule, donc je pense qu'il fait autour d'1,60 m, peut-être 1,65 m, plutôt 1,60 m je dirais. Donc il est relativement grand. Et alors ce bâton, il est absolument exceptionnel pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il est courbé. Vous voyez la tête du truc, il est courbé. Donc c'est hyper pratique. Parce que vous voyez, quand je suis en descente et que je veux me ralentir, je le prends dans ce sens-là. Ce qui fait que j'ai un appui qui est hyper ferme et hyper confortable. Ça me ralentit vraiment très bien et le bâton reste droit. Donc c'est vraiment top. Et quand je suis dans une montée, vraiment que ça monte fort et que je veux me donner une impulsion, je le tourne. Et vous voyez, je le prends beaucoup plus bas, je le prends à ce niveau-là. Et vraiment dans les côtes, pareil, ça permet de garder le bâton très droit, très fermement et de donner, pareil, une véritable impulsion. Donc il est très léger, donc ça c'est vraiment un truc qui est cool avec le bois de châtaignier, c'est que c'est un bois je trouve qui est relativement léger. Ce que j'ai fait avec ce bâton en fait, vous vous doutez bien, il n'était pas comme ça à la base. Donc en fait je l'ai poncé, donc rien de folichon, hein. J'ai enlevé l'écorce et je l'ai un peu poncé avec une machine à poncer, avec une ponceuse. Je l'ai coupé aussi à ce niveau là, je sais pas si vous voyez, mais je l'ai coupé un petit peu de façon biseautée. Hop, donc ça peut être pratique, notamment si vous avez besoin de faire un petit trou dans la terre. Ça arrive parfois de devoir faire des trous dans la terre, je pense par exemple, je sais pas, pour enterrer votre merde, ou alors, je sais pas, vous avez besoin de gratter quelque chose, bah du coup vous pouvez le faire avec le bâton assez facilement. Ça fait une espèce de petite cuillère qui vous permet de faire des trous dans la terre, donc ça peut être utile. Au niveau du bout, vous vous doutez bien que je l'ai protégé. Parce que le problème des bâtons en bois avec lesquels on marche pendant des kilomètres et des kilomètres, c'est qu'à force de s'appuyer sur le bâton, le bois s'écorche et votre bâton raccourcit. Honnêtement, vous pouvez perdre 15 à 20 cm de longueur de bâton uniquement en marchant avec. Donc évidemment 15 ou 20 cm de perdu, c'est genre 1 mois ou 2 mois de marche. Donc moi, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc très simple, j'ai percé mon bâton. Hop, j'ai rajouté une grosse vis donc qui va assez profondément dans le bâton, hein, qui doit aller à ce niveau-là. Et j'ai mis un écrou ou un boulon, appelez ça comme vous voulez, pour ralentir un peu la vis. Et surtout la vis en fait s'appuie sur l'écrou qui lui s'appuie sur le bâton. Et du coup la vis ne s'appuie pas tout de suite sur le bâton, ce qui aurait sans doute un petit peu abîmé le bâton. Donc vous voyez, mon installation alors est primitive, hein, c'est vraiment pas du bricolage de grands bricoleurs, mais franchement ça marche très bien, ça s'est pas dévissé une seule fois, et c'est vraiment hyper pratique et hyper bien d'avoir un bout en métal. En général d'ailleurs quand vous achetez des bâtons, il y a des petites piques en métal et le bout est en métal, parce que ça vous permet vraiment d'accrocher fermement la terre. Ça vous permet donc du coup de protéger votre bois et donc de ne pas raccourcir votre bâton. Et l'autre truc qui est très utile, c'est qu'évidemment ça reste un bout en métal. Donc si jamais vous faites emmerder par un chien vraiment mauvais qui veut vous bouffer le cul, franchement vous lui mettez un coup de bâton comme ça. Voilà. Vous lui mettez un coup de bâton comme ça assez violemment sur la gueule du chien ou dans le corps du chien, et je vous assure que ça le calme tout de suite, ça l'arrête, ça fait quand même très mal quoi. Je m'en suis jamais servi hein, contre un chien jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème, j'ai eu juste un petit chien qui a voulu me croquer les mollets, mais je me suis pas servi de mon bâton. Donc voilà, alors vous vous doutez bien que j'aime toutes les ramifications, j'ai vraiment très bien poncé mon bâton.
J'ai même coupé le bois qui dépassait, etc. pour que ce soit le plus doux et le plus lisse possible. Donc vraiment, il n'y a pas un bout de bois qui dépasse et tout. Donc ma main glisse le long du bâton sans aucun problème et c'est hyper confortable. Et l'autre truc qui est quand même très amusante avec ce bâton, et la raison pour laquelle j'y tiens vraiment beaucoup, c'est qu'en fait, donc comme j'allais faire Saint-Jacques, je me suis dit tiens, il me faut un bâton. Je savais qu'un bâton de marche c'était quand même très utile. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand j'étais donc chez mes parents dans leur maison de campagne, et donc je cherchais un bâton. Et à un moment, j'ai ouvert une grange, et dans cette grange, j'ai vu ce bâton. J'ai vu ce bâton qui était en train de sécher depuis des années et des années. Et je vous dis sécher depuis des années et des années parce qu'en fait, j'ai eu un flash de mémoire. Il s'avère que ce bâton, je devais avoir peut-être 15 ou 16 ans. Enfin, j'étais relativement jeune. Ça doit faire une quinzaine d'années, peut-être 20 ans, mais peut-être une dizaine d'années. Enfin, toujours est-il que je l'avais découvert en forêt, ce bâton. Donc, je vous dis, il y a 10 ou 15 ans. Et je l'avais mis de côté. Je l'avais foutu dans cette grange. Je l'avais, mais alors, complètement oublié. Mais alors, complètement oublié. Ça m'était sorti de la tête. Et je me suis souvenu que c'est moi qui l'avais mis de côté. Parce que, à l'époque déjà, j'avais considéré que ça pourrait faire un excellent bâton de marche. Voilà pourquoi j'y tiens beaucoup à ce bâton, c'est qu'en fait, ce bâton, je l'ai mis de côté il y a une quinzaine d'années. Et je savais absolument pas que j'allais faire Compostelle, je savais absolument pas que j'allais faire Saint-Jacques. Donc quand j'ai remis la main dessus, il était sagement en train d'attendre dans une grange. Alors vous voyez, c'est un bâton qui est très dur. Hein. Il est très dur, il a séché pendant 15, peut-être 20 ans. Enfin, il est resté dans une grange, donc vraiment le bois est très dur, il est increvable. Vous pouvez pas le péter, vous pouvez vraiment vous appuyer dessus. Enfin, c'est vraiment du bois dur, quoi, qui s'est presque fossilisé. Hein. Le bois s'est presque fossilisé tellement c'est dur. Et ben voilà, quand j'ai retrouvé, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, mais quand même, la vie est drôle. Il y a 15 ans, tu mets de côté ce bâton, et aujourd'hui, tu le retrouves, et tu t'en sers pour faire Compostelle. Et l'autre truc que j'ai pas dit, qui est quand même très important, c'est que très souvent, quand vous marchez sur le bord de route, et ça explique aussi un petit peu la longueur du bâton, quand vous marchez sur le bord de route, souvent, vous avez un fossé à côté qui est un contrebas, comme son nom l'indique, qui est un petit peu plus bas que la chaussée. Donc le fait qu'il soit long aussi, ou que je marche, même si je marche un petit peu en hauteur et que mon point d'appui est en contrebas par rapport à là où je marche, je peux toujours, vous voyez, accrocher le sol. J'accroche toujours le sol. Vous voyez, si je me mets par exemple sur le trottoir et que je marche, ben vous voyez, il n'y a aucun problème. J'ai absolument aucun problème pour accrocher le sol et donc m'appuyer sur mon bâton en toutes circonstances. Donc voilà, le fait qu'il soit long, je trouve ça vraiment très utile. Vous savez tout de mon bâton et je peux dire que celui-là, il va m'accompagner jusqu'à Saint-Jacques.